Bonjour, alors nous sommes au champ avec les députés qui sont en train de préparer la commission sur la CAPERN, la commission sur les pesticides qui aura lieu du 23 au 26 septembre prochain. Nous sommes avec le président. Quel est le rôle en fait d'amener les députés comme ça au champ? Mais en fait, c'est s'assurer que par les visites de terrain, les députés puissent voir réellement qu'est-ce qu'on a comme solution de pratique innovante disponible présentement au Québec. Est-ce que c'est une première au Québec, ça, d'amener les députés voir dans les champs comme ça exactement comment ça se passe? C'est pas exclu, ça fait partie des travaux parlementaires. Donc, puisqu'on est souverain dans notre commission, les députés, on a le droit de faire ce qu'on veut. En fait, on n'a pas de force externe qui vienne nous imposer quoi que ce soit. Donc, c'est une décision qu'on a prise avec toutes les formations politiques pour justement avoir le meilleur outil possible pour justement après ça avoir un rapport de commission qui soit complet. Vous allez arriver avec des recommandations auprès du ministre Lamontagne, j'imagine, suite à cela. Est-ce que les décisions qui vont être prises là vont avoir vraiment un pouvoir législatif, dans le sens où on sait que tout ce qui concerne le dossier des pesticides est réglé par le fédéral en général? Bien, en fait, puisque les pesticides, ça a un enjeu important présentement dans la population québécoise, on veut vraiment avoir un rapport neutre. Donc, ça va être tous les parlementaires qu'on va s'asseoir ensemble. On va remettre un rapport après ça au MAPAC, qui, eux, ensuite, vont pouvoir l'analyser puis intégrer, on l'espère, la majorité de nos recommandations. Il peut devenir un rapport de force avec le fédéral, du coup. Bien sûr. Merci. Ça fait plaisir. Nous sommes très heureux de vous rencontrer au champ. C'est très bien de rencontrer un député, des fois en agriculture, comme ça, venir voir ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est ce que vous faites avec la commission sur les députés de la commission sur les pesticides. Oui. Exactement. On est là aujourd'hui. Alors, on s'était réservé une journée dans le cadre de la commission sur les pesticides pour venir visiter 3 fermes qui ont soit fait le virage biologique, soit ont tout simplement adopté une transition vers une pratique qui utilise moins de pesticides. Donc, 3 fermes vraiment qui ont des cultures différentes pour voir comment ils ont fait, les défis qu'ils ont rencontrés et comment on peut les aider aussi au niveau de l'État. Là, on est en culture maraîchère. Ce matin, vous étiez sur de la culture de maïs, je pense. Ce matin, on a fait du maïs, on a fait du soya, on a fait du blé. Donc, on est allé voir, entre autres, les fermes Lompré à Les Cèdres. On est allé voir Agrifusion à Saint-Polycarpe, qui est la plus grosse ferme biologique du Québec. Donc, des fermes qui est très, très différente. Là, on est dans du maraîcher en ce moment, qui fait du semi-direct, donc complètement une culture différente aussi. Et comment vous abordez la commission sur les pesticides, vous, du côté du Parti libéral? Est-ce que vous avez déjà des idées que vous voulez porter devant le monsieur Lamontagne? Moi, je vous dirais qu'il y a 2 choses qui me gouvernent beaucoup à travers les travaux qu'on va faire. La première chose, c'est toute la question de la santé. Donc, la santé tant des agriculteurs. On l'a vu avec toutes les questions de maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, qui est une maladie reconnue en France depuis le début des années 90, qui ne l'est pas au Québec. Donc, il y a des préoccupations chez certains agriculteurs de manipuler des pesticides. Je pense qu'il faut aller au fond de cette question-là. Et de façon plus générale aussi, la santé du grand public. Donc, l'impact des pesticides de façon générale sur la santé. L'autre chose, c'est comment aussi on peut venir accompagner, soutenir les agriculteurs. Donc, il ne faut pas que ça devienne le procès des agriculteurs. Moi, je sais qu'ils ont à cœur de faire bien, de faire mieux. Parce que plusieurs craignent l'agribashing, en fait, avec ce discours anti-pesticides, anti-glyphosate. Est-ce qu'on est proche de l'agribashing? Bien, malheureusement, je crois que c'est un peu ce qu'on a vu dans la dernière année et c'est ce qu'il faut absolument éviter à travers la commission sur les pesticides qu'on entreprend. L'objectif premier, moi, ce qui me gouverne beaucoup, c'est vraiment de venir accompagner, de venir soutenir les agriculteurs, de venir les encourager. Ils ont des défis, ils en ont toujours eu, ils en ont des défis différents aujourd'hui, ils en auront d'autres avec les changements climatiques qui vont être de plus en plus présents, qui vont venir bousculer complètement leur façon de faire aussi. Mais il y a une demande du grand public aussi de venir faire une agriculture avec moins de pesticides. L'idée, c'est de voir comment on les accompagne là-dedans, comment on vient les soutenir financièrement aussi. Parce que s'il y a des pertes, s'il y a des transitions à faire, je pense que l'État doit être présent pour venir les soutenir. Puis, au regard de ce que vous avez fait comme visite, est-ce qu'il y a des cultures, selon vous, qui ne pourront pas se passer de pesticides s'ils veulent rester sur les marchés mondiaux? Bien, ce dont on nous a parlé beaucoup depuis ce matin, ça se recoupe là, de façon générale, plus de difficultés avec le maïs, notamment à trouver des semences biologiques. Chaque culture a ses difficultés. Ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau du soya, le rendement est le même entre le biologique et l'agriculture conventionnelle, donc ce serait peut-être plus facile de faire des transitions. Une fois qu'on a vu ça, c'est qu'il y a vraiment des problèmes auxquels je crois on peut s'attaquer simplement. Donc, toute la question des semences, veut pas, il y a un contrôle par les
semenciers. Il y a des agriculteurs qui nous demandent de pouvoir utiliser leurs propres semences. S'ils le font, ils ne sont pas couverts par la financière agricole. Donc, on a déjà plusieurs pistes de solutions sur lesquelles travailler pour venir aider le monde agricole. Et le fait que la loi sur la réglementation des pesticides soit liée en fait essentiellement aux lois fédérales, est-ce que vous avez le sentiment que ce soit vous au niveau de la Commission à Québec, à l'Assemblée nationale, ou que ce soit Valérie Plante quand elle dit « je vais interdire le glyphosate », est-ce que vous pensez, au-delà de l'aspect moral que ça représente, est-ce que vous pouvez avoir un réel impact? Bien, je voudrais que nous, comme gouvernement, à l'époque, le Parti libéral du Québec a légiféré, a réglementé, je devrais dire, au niveau des néoniques, entre autres, où maintenant il est nécessaire d'avoir une autorisation, si on veut, pour utiliser des néoniques. Donc, le Québec a toute la latitude, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ, aujourd'hui, pourrait prendre les décisions qu'il souhaite. Comme parlementaire, on peut faire les recommandations que l'on souhaite à ce niveau-là aussi. On n'est pas à la traîne de Santé Canada. On a le pouvoir d'avoir des réglementations qui sont plus restrictives que dans le reste du Canada. Une fois qu'on a dit ça, comme je vous dis, l'objectif premier n'est pas de faire de l'agribashing, n'est pas de venir ajouter un fardeau supplémentaire aux agriculteurs, c'est vraiment de les protéger, de les accompagner, de venir les soutenir devant une transition qui est demandée, qui est souhaitable, je le crois fondamentalement. Je pense qu'on le voit. Moi, je viens d'une région agricole, j'ai pu voir en 30 ans comment les écosystèmes, la biodiversité a changé beaucoup. Il reste beaucoup de questions au niveau de la santé auxquelles on n'a pas de réponse présentement, mais je pense que le principe de précaution est toujours ce qu'il faut adopter. Puis j'imagine que vous êtes réunis les députés autour de la table pour dire qui on reçoit, qui on ne reçoit pas en audition. Il y a beaucoup de monde d'ailleurs, il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont présentes individuellement. Nous, on a été un peu surpris de voir deux types qui ne sont pas deux types deux types d'organisations non présentes. L'Union paysanne, qui est quand même présente dans le décor, l'AKP, le regroupement de coopératives, CropLife, qui représente les compagnies, ou Bayer, ou Saint-Jean. En fait, il y a beaucoup de monde présent, mais il y a beaucoup de monde absent. Est-ce que vous avez une explication, selon vous, pour ça? Est-ce que c'est une entente que vous avez eue entre vous en disant le privé, puis les associations écologiques, on ne les reçoit pas? Bien, je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être présents. Tous les regroupements, tous les gens qui souhaitaient déposer des mémoires l'ont fait, peuvent encore le faire. Ça a été lu, ce sera lu, ce sera analysé. Donc, même les gens qui ne participent pas physiquement à la consultation. Ça ne veut pas dire que leurs mémoires sont écartées pour autant. Non, exactement. Donc, il y a des mémoires qu'on a jugées suffisamment étoffées. Parce que, par exemple, une organisation avait un propos, avait une recommandation, par exemple. Donc, au lieu de les inviter pour qu'ils viennent pendant 1 heure nous parler de cette recommandation, on a jugé que c'était suffisamment clair pour nous, comme parlementaires, de ne pas avoir besoin de les recevoir en consultation, parce que c'est quand même 1 heure où les parlementaires vont échanger avec des groupes. Donc, on a fait le choix d'inviter, évidemment, des représentants agricoles. L'UPA se représente. On a des agriculteurs qui vont venir. On a Parkinson Québec qui va être présent pour venir nous parler justement de leurs inquiétudes en lien avec les maladies des agriculteurs. On a beaucoup d'experts qui vont être présents sur l'impact des pesticides, autant sur l'être humain que sur les écosystèmes, que sur celui qui le manipule, les agriculteurs, les agricultrices. Et évidemment, on a des chercheurs qui vont venir aussi au niveau de tout l'aspect agroéconomique. Parce que c'est vraiment important aussi dans les décisions, dans les recommandations qu'on va mettre de l'avant, de s'assurer que la compétitivité des agriculteurs du Québec demeure au rendez-vous. Évidemment, on ne souhaite pas les affaiblir sur un marché qui est international. Merci beaucoup, Mme Montpetit. Ça me fait très plaisir. Vous êtes ici un petit peu à l'école, à la ferme, de ce que je peux comprendre? Oui, absolument. En fait, c'est notre tournée de terrain avec la CAPERN, la Commission de l'agriculture, de l'énergie et des ressources naturelles, pour, dans le fond, voir un peu comment ça se passe sur le terrain dans le cadre des auditions qu'on va avoir dans 2 semaines. Donc, ça permet de mettre tous les députés au diapason, de tout le monde savoir c'est quoi des engrais verts, d'adopter, de comprendre un peu le lexique qui va être utilisé de la part des intervenants qui vont passer à la commission. Puis là, j'imagine que vous voyez différents types de cultures. Là, ici, la culture que vous voyez cet après-midi, c'est pas la même chose que si vous êtes allé dans les champs de maïs, en fait. Avez-vous fait les champs de maïs ce matin? Oui, ce matin, on a visité 2 entreprises, donc qui sont essentiellement là, dans le blé, le soya et le maïs. On avait un petit peu de maraîcher à la 2e entreprise, mais oui, ça nous permet de voir, dans le fond, les différentes méthodes qui sont utilisées. Ce matin, les 2 fermes qu'on a visitées étaient biologiques. Ici, on n'est pas dans le biologique, mais on est vraiment dans les méthodes quand même alternatives, dans la prévention, la lutte intégrée, donc ça nous permet de voir des modèles différents.
Et comme actuellement, il y a un discours assez ambiant sur la fin du pesticide, est-ce que, au regard de ce que vous faites comme visite, selon vous, est-ce qu'on arrive à une possibilité d'arriver à la fin des pesticides au Québec ou c'est quelque chose de complètement irréaliste et ça va prendre encore bien des années? Bien, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une transition. Là. C'est essentiel. Puis les producteurs nous disaient aussi que la transition en champ, c'est pas la même que la transition mentale. La transition mentale, elle est un peu plus longue parce qu'il faut revoir complètement les méthodes. C'est pas juste de changer un pesticide pour un biopesticide, c'est toute la régie de culture, c'est toutes les pratiques culturelles qui changent. Donc, ça prend un certain temps pour l'adaptation. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on documente un peu, bien, c'est quoi le rôle du gouvernement dans cette transition-là? Où le soutien peut-il aller pour accélérer cette transition-là? Donc, c'est vraiment intéressant parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de recherche et développement qui sont encore à faire, beaucoup de soutien aussi au niveau des équipements. La dernière ferme qu'on a vue, c'est plus de 200 équipements qu'ils ont à la ferme. C'est sûr que c'est une ferme de 3000 hectares, là, mais pour faire des méthodes alternatives aux pesticides. Donc, ça vient avec beaucoup de besoin d'engagement de la part de l'État. Puis vous disiez les mentalités changent. Effectivement, on a entendu récemment Valérie Plante, la mairesse de Montréal, annoncer qu'elle voulait la fin des pesticides à Montréal. Est-ce que vous, ça sonne comme oui, la fin des mentalités change ou c'est trop rapide à votre goût? Ben non, c'est pas rapide. Nous, c'est sûr que plus vite on va sortir de cette industrie-là, plus on va être content. Ça, c'est officiel. En même temps, moi, je fais souvent le parallèle avec le pétrole. Si demain matin, il n'y avait plus de pétrole, on aurait peut-être un petit peu de difficulté à se déplacer. Donc, clairement, ça prend une transition, mais plus les initiatives vont être présentes sur le terrain, puis plus il va y avoir de la conscientisation, plus ça va mettre de la pression sur le gouvernement pour investir de l'argent dans la recherche qui va accélérer le processus aussi. Et ça, je pense que c'est important d'accompagner les agriculteurs dans cette transition-là. Mais plus il va y avoir de la pression, des mentalités qui se conscientisent, plus ça va être rapide, puis mieux c'est. Donc là, Montréal met de la pression sur le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, comme d'autres villes d'ailleurs l'ont fait ailleurs en Europe. Est-ce qu'à votre connaissance, une ville peut prendre une telle décision au regard, mettons, des lois fédérales qui sont... On sait que c'est le fédéral qui règle ça, en fait, les pesticides. Je pense que c'est un appui qui est de taille. C'est quand même pas rien, la ville de Montréal, qui est quand même 1 à 2 millions d'habitants. Là, au Québec, c'est quand même pas rien. C'est un engagement qui est vraiment substantiel. Donc, ça peut... Si d'autres peuvent emboîter le pas, c'est clair qu'on s'en va dans la bonne direction. Là. Quand on a l'appui des milieux municipaux comme ça, bien, c'est clair qu'après le gouvernement, je veux dire, il faut qu'ils suivent. Là. Puis dernière question, en fait, est-ce que dans les producteurs que vous rencontrez, certains qui sont notamment dans les grandes cultures et dans l'exportation, vous dites, parce qu'on voit des gens qui sont prêts à la transition, mais il y a aussi des gens qui sont moins prêts et des gens qui sont inquiets pour leurs revenus. Est-ce qu'ils vous en parlent de ça aussi? Est-ce que ça vous inquiète pour l'agribashing ou... Bien, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les agriculteurs, ils ont vraiment ça semble être peut-être moins un casse-tête qu'on aurait pensé. Je veux dire, la ferme qu'on vient de voir tantôt, c'est la plus grosse ferme biologique au Québec, a des méthodes alternatives absolument intéressantes. Je veux dire, cette entreprise-là fournit les Sobeys de ce monde, les Loblas de Provigo, la ferme ici aussi. Et ce que je pense, c'est que ça prend un maillage entre les agriculteurs. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour convaincre un agriculteur qu'un agriculteur lui-même qui a déjà éprouvé les méthodes. Donc, c'est comment on favorise ce dialogue-là entre les agriculteurs biologiques et ceux qui ne sont pas biologiques, mais qui auraient de l'intérêt à le faire. Puis là, je pense que le gouvernement aussi a un rôle à jouer au niveau de ce maillage-là puis de soutien auprès des agriculteurs. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est connu dans un autre temps, vous étiez candidat pour Québec solidaire, vous êtes venu au débat que l'Institut Jean Garon avait organisé sur l'agriculture lors des dernières campagnes provinciales. On vous retrouve aujourd'hui agent de recherche au pôle d'excellence en lutte intégrée. C'est ça? Tout à fait. Je l'étais déjà d'ailleurs à la dernière campagne. Vous l'étiez déjà à la dernière campagne. Et là, aujourd'hui, vous êtes ici parce qu'on est en visite d'une ferme avec l'ensemble des députés qui s'intéressent, dans le cadre de la Commission sur les pesticides, à comment, en fait, on utilise les pesticides et comment on fait de la lutte intégrée. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre métier et de ce qui se passe aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, mon métier, en fait, c'est de favoriser la connaissance sur les techniques de lutte intégrée. Donc la lutte intégrée, c'est peut-être pas toujours connu du grand public. C'est une philosophie de production où on va mettre en place sur la ferme tout ce qu'il est possible de mettre en place pour éviter ou réduire l'utilisation des pesticides. Lorsque vraiment un ravageur est très présent, une maladie est très présente,
alors on va garder les pesticides dans la boîte à outils comme une option de dernier recours, mais on fera tout ce qu'on peut pour retarder ou éviter l'utilisation. D'où la présentation tout à l'heure des mouches. En fait, ça peut être des lâchers de mouches, ça peut être différentes techniques, on va dire ça. Tout à fait. On peut parler de méthodes de lutte directe comme les mouches stériles ou des prédateurs naturels comme les trichogrammes, qui sont assez connus, mais aussi des techniques culturales comme tout simplement des rotations, qui est une technique vieille comme le monde, où on va changer les cultures qu'on va faire pousser d'une année à l'autre pour éviter que des maladies puissent augmenter leur population de façon importante. Et quand vous dites on garde dans la boîte à outils les pesticides, ça veut dire qu'aujourd'hui, au Québec, actuellement, vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas cultiver sans pesticides? Ça dépend. Primons de la taille des productions, mais également du type de production. Dans certaines cultures, la boîte à outils est très garnie d'alternatives. C'est plus facile d'aller choisir des choses autres que les pesticides. Alors que dans certaines cultures, la boîte à outils est un peu moins grande. Ça peut être, on pense au maïs, par exemple. Ça peut être, par exemple, parce qu'on connaît moins les ennemis des cultures dans cette culture-là, ou parce qu'un nouvel insecte arrive. Par exemple, en chou-fleur et en brocoli, cultiver biologiquement était beaucoup plus facile il y a 10 ans, mais un nouvel insecte est arrivé au Québec depuis une décennie, la cécidomie du chou-fleur, contre lequel on n'a pas grand outil. Donc ça complexifie beaucoup la tâche des producteurs dans ces cultures-là. Fait que d'une culture à l'autre, la situation n'est pas du tout la même. Alors, on voit les députés présents ici à l'école, à la ferme, je dirais. C'est bien, parce qu'en fait, ils s'informent sur l'agriculture. Il y a une commission qui s'en vient. Est-ce qu'en même temps, c'est bien, mais est-ce qu'en même temps, est-ce que c'est dangereux pour les agriculteurs du Québec aussi, ou dans l'esprit des gens en général, on est en train de dire, finalement, on fait un peu d'agribashing en disant on ne veut plus de pesticides, on ne veut plus de pesticides? Écoutez, des pesticides, il en est beaucoup qui est utilisé, que ce soit au Québec ou ailleurs. C'est sûr que les pesticides, par défaut, leur but, c'est de tuer ou d'éliminer des insectes, des maladies, des mauvaises herbes. Tout le monde veut les réduire. Maintenant, pour les réduire, il faut avoir des outils, il faut avoir des techniques, et pour ça, il faut les développer. Il faut financer la recherche et développement, il faut développer ces nouvelles techniques. On pense à la mouche rose, qui est très populaire, qui est très bien connue, mais la mouche rose, ça a pris 10 ans de recherche, qui a été backée par les producteurs. Si on veut avoir des alternatives aussi efficaces dans d'autres cultures, il va falloir investir dans la recherche. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors, dernière question de précision. En fait, on a noté qu'il y avait beaucoup d'associations, beaucoup de groupes qui sont reçus à la Commission sur les pesticides, beaucoup d'individus aussi. Il y a 2 associations qui sont absentes. L'Union paysanne, qui est un mouvement important dans l'espace public, et CropLife, qui représente les compagnies privées. Est-ce qu'il y a une raison à cela pour que les députés les aient comme disqualifiés? En fait, il n'y a personne qui est disqualifié parce qu'on a reçu toutes les mémoires. On a analysé le mémoire de l'Union paysanne et puis les recommandations et conclusions étaient très bien inscrites. Donc, on n'a pas jugé bon des entendre en commission puisqu'on avait déjà l'information nécessaire dans le mémoire. Donc, ça va être entendu dans le sens que ça va être pris en considération pour le rapport. Mais on avait peu de temps. On avait 26 groupes. Puis parmi tous les mémoires qu'on a reçus, il a fallu faire des choix difficiles, ce qui a mené en sorte, après analyse, on s'est dit, puisque le mémoire de l'Union paysanne était très bien fait, on va le garder, puis on va entendre d'autres groupes pour avoir une... Ça veut dire qu'on pourrait retrouver des conclusions de l'Union paysanne dans la conclusion de la commission, par exemple? Mais oui, assurément, parce que ça a déjà été analysé. Est-ce que c'est le même cas donc pour, Roméo Bouchard, qui est le fondateur qui a fait son propre mémoire à part, ou pour CropLife, qui représente Bayer, Synagri, etc.? Oui, c'est exactement. Si on regarde la quantité de mémoire reçue, des fois, un mémoire peut contenir 80 pages à lui seul. Donc là, sur la quantité de mémoire qu'on a reçue, on a fait un résumé de mémoire que lui, résumé en tant que tel, fait 100 pages. Donc, vous pouvez comprendre que ça a déjà été analysé et puis que toutes les informations recueillies dans les mémoires vont être tenues en considération. Merci. Ça fait plaisir.